L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant. À tous, bonsoir et bienvenue. La journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée demain lundi 3 mai. En prélude de cette célébration, nous avons lancé lundi dernier une série de reportages sur le paysage médiatique de notre pays. Vous avez certainement suivi tous ces reportages, notamment celui qui a traité de la loi portant droit d'accès à l'information publique qui n'est toujours pas publié au journal officiel. Dans ce condensé de la semaine, nous revenons entre autres sur ce élément réalisé vendredi à Love FM, une radio qui emploie uniquement des filles et femmes. Suivez. Vous nous suivez en modulation de fréquence la 94.5, la radio Love FM, la radio qui donne le pouvoir aux femmes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission. Une rédaction politique composée que de femmes, c'est le visage de la radio Love FM. Ici, c'est la couche féminine qui gère tout, à l'image de la rédactrice en chef Aminata Pilimini Diallo. Nous faisons des émissions, nous faisons le journal, nous faisons des reportages, nous couvrons toutes les activités où les hommes peuvent aller couvrir. Nous faisons des émissions politiques, nous faisons des émissions de société et nous traitons de tous les sujets. Donc de là, nous pouvons dire que nous sommes en train de nous démarquer. Aminata Pilimini Diallo et ses collègues femmes savent que la concurrence est rude dans le monde de la presse, mais elles sont prêtes à relever le défi. Entre femmes, nous savons déjà qu'il y a un défi derrière qui nous attend, c'est de relever ça parce que tout le monde pense que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, parce que tout le monde pense que quand il y a femmes, il y a mesquinerie derrière, il y a hypocrisie derrière, et depuis qu'on a commencé, il n'y a pas eu de problème entre nous ici, nous travaillons pas en tant que femmes, mais nous travaillons en tant que des journalistes. La date du 3 mai de chaque année est consacrée à la célébration de la Journée internationale de la presse. À Love FM, le personnel mise sur la prudence dans le traitement de l'info pour éviter de faire face à la loi. Nous ici, nous l'accueillons un peu, on est trop prudente. Parce qu'on sait dans quel pays nous sommes. Aujourd'hui, tu es arrêté en tant que journaliste, tu vas quand même rester en prison, même si tu ne devrais pas rester en prison. Donc, on est prudente, on fait notre boulot, mais pour dire la vérité, on sait que la liberté de la presse en Guinée, c'est quelque chose à désirer. La rédactrice en chef de Love FM lance un appel aux autorités guinéennes et aux patrons de médias. Qui nous laisse faire notre boulot comme on doit le faire. Il y a les lois, on les respecte l'éthique et la déontologie et que les autorités guinéennes respectent les lois qui régissent la presse. Aminata Pilimini Diallo voit un lendemain meilleur pour la jeune féminine évoluant au sein de la presse. Dans notre série de reportages médias, nous avons évoqué mardi le volet presse écrite dont les promoteurs tirent le diable par la queue depuis quelques années. Pour la raison des sites d'information favorisés par l'accès plus ou moins facile à Internet réduit considérablement l'audience de l'ancêtre des médias. L'un des indicateurs de cette triste réalité, c'est la rareté des clients devant les kiosques de vente des journaux papier. Mamadou Tanouba a visité quelques-uns. Suivez son reportage. À quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, les éditeurs de presse tirent le diable par la queue. La crise touche tous les acteurs évoluant dans ce secteur. Il y a quelques années, les journaux se vendaient comme des cacahuètes, mais aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, la donne a changé. Mohamed Traoré est l'un des rares vendeurs de journaux à Kaloum. Il a vu sa clientèle baisser drastiquement. Maintenant, on a des problèmes au niveau de la vente des journaux parce que ça ne marche pas. Avant, au moins, la vente, les journaux, on arrive à vendre beaucoup. Maintenant, on n'arrive pas à vendre. Pour quelle raison? Parce qu'à cause de l'Internet, beaucoup sont abonnés sur le net et bon, ils n'ont pas besoin de venir payer les journaux. Il prend son téléphone et il regarde ce qu'il veut. Papa, tu peux faire toute une journée là sans avoir au moins 5 journaux vendus. Oui, il y a le restant de la semaine passée. Par exemple, ça c'est la semaine passée. 20 journaux. Comptez, regardez jusqu'à présent, l'antenne de vente. Voilà le nouveau. C'est comme le lens. C'est les journaux qui marchent normalement, mais maintenant ça ne bouge pas. À côté des journaux qu'il a du mal à écouler,
Mohamed Traoré a trouvé une photocopieuse pour combler le vide. Ça risque de disparaître. Ça risque. Parce que tu te lances dedans, c'est pour gagner quelque chose. Mais si tu ne gagnes pas, tu vas cesser à faire autre chose. Moi, si j'avais la solution de trouver, Dieu merci, au moins j'ai une photocopieuse. Mais là encore, ça ne marche pas. Les professionnels de la presse écrite sont conscients de la crise. Fadimba Sayon Keita est directeur de publication du journal La Croisade. Fabriquer un journal, c'est toute une chaîne. Il y a l'imprimerie, les imprimeries aujourd'hui en Guinée se comptent au bout du doigt. Il n'y a presque pas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour 60 journaux, c'est qu'une seule imprimerie. Une seule imprimerie qui tire les 60 journaux. Donc, par rapport aux autres pays, il n'y a pas ce qu'on appelle une imprimerie, qu'on appelle la rotation, les rotatifs. Ça n'existe pas aujourd'hui en Guinée. Ça, c'est une première difficulté. Et l'écoulement même du produit sur le marché, il n'y a plus les vendeurs à la criée. Avant, les vendeurs à la criée, il y avait des milliers, jusqu'à l'aéroport, même jusqu'à Zéro-Corée. Aujourd'hui, tous ces vendeurs à la criée ont disparu, simplement parce que ceux qui gagnent, c'est très peu. En Guinée, une subvention est accordée aux associations de presse, mais la presse écrite reste le parent pauvre de la corporation, déplore Fadimba Sayon Keita. Dès que la subvention tombe, la part de la presse écrite est morcelée là. Le gros lot, c'est l'audiovisuel. La télé gagne plus que les radios. Les radios gagnent plus que la presse en ligne. La presse en ligne gagne plus que la presse écrite. Imaginez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas, au sommet même, on est en train de contribuer à en tirer la presse écrite. Les cours et tribunaux du pays restent encore paralysés par la grève des huissiers de justice qui s'est finalement étendue sur 2 autres corporations, les avocats et les notaires. À la demande du ministre de la Justice, toutes les parties concernées se sont donné rendez-vous mercredi dernier au ministère de la Justice pour commencer véritablement les négociations. La rencontre a connu une forte mobilisation, mais aucune solution pour le moment. En Soubaïlo-Baldé. Les lignes n'ont pas bougé à la rencontre de ce mercredi tenue au ministère de la Justice. Par conséquent, la grève déclenchée par les huissiers de justice, appuyée par les avocats à travers le barreau, va se poursuivre dans le secteur de la justice. Les grévistes se disent surpris du fait que le secrétaire général du ministère de la Justice leur demande des propositions de solutions alors que c'est son département qui a initié la présente rencontre. Nous avons entamé les discussions, sauf que nous, en ce qui nous concerne, nous avons demandé un report, un renvoi jusqu'au lundi, parce que nous avions pensé, lorsque nous avons reçu la lettre d'invitation du département, que c'était pour nous soumettre des propositions de solutions, afin de les examiner, voir ce qui est acceptable et si ce n'est pas acceptable. Mais à notre grande surprise, l'invité a été demandé à présenter la proposition de sortie de crise. Nous avons dit que nous sommes des invités. Nous avons présenté une plateforme revendicative. Nous avions donc cru que le département avait déjà une proposition de solution de sortie de crise. Puisque ce n'était pas le cas, nous avons demandé à ce que nous retournions, parce que nous avons nos mandats à qui nous devons rendre compte. Nous avons échangé avec les autres collègues et faire une autre plateforme, cette fois-ci contenant des propositions de solutions. Une autre rencontre est projetée pour le lundi prochain afin de rapprocher une fois encore les positions des uns et des autres. En tout cas, les invités ont sollicité ce renvoi pour aller mieux se préparer. Pour le moment, la grève continue dans les cours et tribunaux, rassurent les grévistes. Oui, la grève pendant ce temps continue, bien entendu. Les lignes n'ont pas bougé, mais les lignes bougeront. La grève continue alors? Bien sûr que la grève continue. Lors de ses précédentes rencontres avec les avocats et les huissiers de justice, le ministre Mori Doumbouya avait émis le souhait de créer un cadre de concertation pour fédérer tous les acteurs concernés par les réquisitions. Le dit cadre de concertation sera certainement mis en place lors de la prochaine rencontre. Le cadre de concertation sera mis en place le lundi, certainement.
La rencontre de ce mercredi a réuni le gouvernorat, les mairies de Conakry, le haut commandement de la gendarmerie et de la justice militaire, la police, les notaires, les avocats et les huissiers de justice. Comme vous venez de le constater, après cette rencontre qui s'est tenue au ministère de la Justice, les mesures du mouvement de débrayage ont déclaré devant les médias qu'aucun accord n'a été trouvé entre les parties. Par conséquent, la grève continue dans les cours et tribunaux. Mais à la surprise générale, le ministère de la Justice a fait passer un communiqué dans la soirée pour inviter magistrats, avocats et huissiers à reprendre le travail. Comment est-ce que les grévistes ont accueilli cet acte de Mori Doumbouya? Nous avons posé la question au président de la Chambre nationale des huissiers de justice. Souri Daouda Kamara est au micro dans Soubaï Le Balé. C'est vrai, en toute sincérité, ce n'était pas une surprise pour moi. Parce qu'à titre personnel, en tant que président de la Chambre, le ministre m'avait appelé pour m'annoncer la publication de ce communiqué. Sauf que tout le contenu ne m'avait pas été livré. Donc j'étais curieux de voir quel est le contenu du dit communiqué. Et dès que nous l'avons appris, nous nous sommes rendus compte immédiatement que ce communiqué en bloc allait être rejeté et par le collectif des huissiers et par celui des avocats. Je m'attendais à un communiqué qui annonçait autre chose que la reprise des activités pendant que nous sommes en pleine négociation. Parce que même si c'était le cas, même si un compromis avait été trouvé, il n'appartient qu'à l'organe représentatif des huissiers de justice de faire lever le mot d'ordre de débrayage. Nous avons pris l'engagement, nous avons accepté d'être autour de la table de négociation. Le communiqué ne nous désoriente pas. Autant qu'il ne nous amène pas à reprendre contre notre gré nos activités, autant qu'il ne nous empêchera pas de poursuivre les négociations. Les huissiers de justice dans leur ensemble, sur toute l'étendue du territoire, de Conakry à Youmou, maintiennent encore le cap. Le mot d'ordre est observé et sur toute l'étendue du territoire. Avec cette interview du président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, l'on se rend compte que le communiqué du ministère de la Justice publié mercredi soir n'a pas fait objet de consensus. D'ailleurs, son appel à la reprise des activités est pour le moment moins suivi sur le terrain. Indignation et incompréhension chez des activistes amoureux de la nature qui dénoncent un scandale environnemental sur la voie publique. À l'origine de cette colère, la coupe de quelques arbres qu'on regardait avec admiration sur la route Le Prince entre Hamdallaye et Bellevue. Les auteurs de ces coupes ont agi ainsi pour assurer simplement la visibilité d'un panneau publicitaire nouvellement implanté. Pour le président de l'association des blogueurs de Guinée à Blogui, l'intérêt particulier a encore eu raison de l'intérêt général dans notre pays. Alpha Diallo invite les citoyens à boycotter les produits de toute entreprise qui se permettrait d'afficher sa publicité sur cette plaque à cause de laquelle des arbres écolos ont été injustement agressés. Mamadou Tanouba. 4 arbres complètement débarrassés de leurs branches et feuillages pour permettre à un géant panneau publicitaire de sortir sous terre. L'acte a irrité l'indignation des activistes sur les réseaux sociaux. Mamadou Alpha Diallo habite dans le quartier minière, non loin de là où les arbres ont été coupés. Il déplore cet état de fait. C'est cynique, c'est méchant et pour moi cela traduit, ça symbolise un peu la victoire des intérêts particuliers sur l'intérêt collectif. Pour juste permettre à un opérateur, à un individu d'avoir un panneau sur lequel il va faire du business, on est parti jusqu'à couper 4 arbres, littéralement on les a coupés tous, et on a mis de façon ostentatoire, de façon les mots me manquent un tout petit peu en fait. On a mis un panneau mais gigantesque qui pour moi a plus de risques pour la sécurité des citoyens même que en tout cas que ça leur apporte, que ça n'apporte à la collectivité. Pour Mamadou Alpha Diallo,
Ce géant panneau publicitaire n'est pas à sa place. Même en tant que profane, même en tant que citoyen, on se rend compte que ce panneau, il n'est pas à sa place, il ne doit pas rester là-bas, il devait forcément être délocalisé. Ce jeune activiste appelle les citoyens à boycotter toute entreprise qui afficherait sur ce panneau des spots publicitaires. Nous pouvons exercer notre rôle de citoyen en notamment boycottant toute entreprise qui va afficher son image sur ce panneau-là, qui pour moi est un panneau de la honte, est un panneau qui traduit un tout petit peu tout ce mal que nous faisons tous les jours de façon directe à notre environnement. Mamadou Alpha Diallo n'exclut pas une poursuite judiciaire contre ceux qui ont causé un impact négatif contre l'environnement pour un panneau publicitaire. Des agents des forces de l'ordre déployés pour la libération des emprises de route ont failli commettre l'irréparable en début de semaine au carrefour d'Onka, côté autoroute. Venus déguerpir les personnes handicapées qui se trouvent là, ils y ont incendié les baraques qui servaient de dortoir à cette couche vulnérable. Les flammes avaient commencé à déborder. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers pour limiter les dégâts. Mamadou Tanuba. Les handicapés physiques déguerpis du carrefour d'Onka et sous la passerelle du 8 novembre se sont donné rendez-vous au siège du gouvernorat de la ville de Conakry ce mardi matin. En grand nombre, ils sont venus demander au gouverneur des explications suite à la descente de la police communale et des forces de l'ordre 24 heures auparavant. Amadou Kamara est le porte-parole du groupe. On est venu rencontrer le gouverneur puisque les agents qui ont incendié nos biens sont allés exécuter ses ordres. On est là pour qu'il nous aide à avoir un endroit approprié car on nous chasse partout. Pourtant, le Mandjan n'a pour meilleur refuge que les devantures des mosquées. Depuis longtemps, Aboubakar Kamara et ses collègues handicapés n'ont pu rencontrer le gouverneur Mathurin Bangoura qui serait à Réunion. Les journalistes sont venus nous interroger pour savoir le motif de notre présence ici. D'ailleurs, ils nous disent de quitter, sinon ils vont appeler des renforts pour nous bastonner. Et nous, on attend d'être tués avant de bouger. Alassane Kamara, époux d'une aveugle mendiante, dit avoir perdu 6 millions dans l'incendie provoqué par des hommes en uniforme. Il demande au président de la République de leur trouver un abri adéquat. J'avais gardé l'argent dans le sac du riz. La somme s'élève à 6 700 000 francs guinéens. J'ai eu cet argent dans la mendicité. Cette somme est partie en fumée, mais 3 sacs de riz aussi et même nos habits. Je demande au président de nous aider à récupérer nos biens perdus, qu'il nous trouve également des logements adéquats. La plupart des personnes à mobilité réduite qui ont pour principale activité la mendicité viennent de l'intérieur du pays. Coup de tonnerre à la Fédération guinéenne de football. Le président sortant de cette institution n'est plus candidat à sa propre succession. Mamadou Antonio Souaré a retiré sa candidature lundi dans la journée pour violation du code d'éthique de la FIFA. Alors que beaucoup pensaient que c'était la fin d'un feuilleton sur fond de rebondissement qui aura tant passionné depuis l'annonce et le retrait de la candidature de KPC. On a assisté 24 heures après l'élimination du candidat de l'ASK aussi. Abdoulaye Touré, qui se voyait désormais seul dans la course, a été recalé mercredi par la commission électorale de recours. Avec les tournures que prend l'affaire Fegifoot, beaucoup d'observateurs craignent l'enlisement de la crise qui risque de freiner l'élan de l'évolution du football guinéen. Un autre écrivain guinéen vient de tirer sa revanche. Sidiki Kobole Keïta est décédé mardi à Conakry des suites de maladie. Kobole était historien et auteur de plusieurs ouvrages. Mercredi dans la matinée, nous avons rencontré son jeune frère Abdoulaye Kobole, également écrivain. Sur Ekanja Bangoura, reportage.
La mort a encore frappé à la porte de la culture guinéenne. Sidiki Kobele Keïta a tiré sa révérence mardi dans l'après-midi. Bon, il y a juste quelques moments, c'est-à-dire 10 jours environ, il souffrait de la fatigue. On l'a mis dans une clinique privée de Donka. Et seulement il a trépassé. Historien des premières heures de l'indépendance du pays, le natif de Koya était aussi un écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Kobele Keïta est mort quelques heures après l'événement des 72 heures de livre en Guinée. Il était écrivain effectivement. Il avait beaucoup de livres. Surtout, il faut s'appesantir sur la période historique de 58 à 84. Toute cette histoire, il l'a balayée. Il a écrit pour les jeunes générations, pour que les gens, les jeunes qui étaient pas à cette époque puissent comprendre effectivement ce que c'est ce travail-là. Parce que notre histoire n'a pas l'air d'être bien écrite. Il s'est attelé à ça. Pour son frère Abdoulaye, Sidiki Kobele n'est pas mort. Donc Sidiki Kobele n'est pas mort. Il est toujours parmi nous. André Gide aussi disait, j'ai fait mon œuvre, j'ai vécu. Je pense que Sidiki Kobele a fait son œuvre. Et on s'en réjouit beaucoup pour ça. Donc, une fois de plus, je voudrais dire que son âme repose en paix. Sidiki Kobele Keïta avait une dizaine d'ouvrages à son actif. Il sera inhumé le vendredi prochain dans son village natal à Koya, après un symposium à sa faveur au chapiteau du Palais du Peuple. Sidiki Kobele, il avait prévu ça. Le livre, l'écriture, il a fait de ça son travail, son credo. C'est un vide qui apparaît après lui. J'espère que les uns et les autres que nous sommes, nous allons combler le défi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce condensé de la semaine réalisé par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.